Bonjour, bienvenue au paradis, je suis Saint-Pierre, je serai le juge de vos actions aujourd'hui pour déterminer si vous pouvez entrer ou sinon si vous savez... Attendez, le paradis, ça veut dire que je suis mort, oui, on a comme politique de ne plus accepter les vivants ici depuis les frères Winchester. On n'a toujours pas fini de réparer les dégâts et c'était il y a presque 10 ans. Non, il doit y avoir une erreur. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Hey, tu fais quoi? Je prends des notes en regardant un cascadeur professionnel à la télé. Et rappelez-vous, les enfants, ne faites pas ça chez vous! Tu crois que ça me fait peur? Oh, je vais chercher la caméra. Et je pense que vous pouvez deviner la suite. Ah oui, ça me revient maintenant. Je suis tombé de ma moto en pleine cascade et j'ai pris la cime d'un sapin bleu entre les omoplates sur le parking d'un Tim Hortons. Exactement. On l'appelle déjà la mort la plus canadienne de l'histoire. D'accord, mais ici, je me demande, on est genre... au paradis? Oui. Donc, c'est quoi? C'est Hakuna Matata, c'est le bonheur éternel, c'est pas de soucis? Exactement. Cool. Alors, c'est quoi le camp d'entraînement militaire là-bas? Allons niquer sa race à l'enfer! Ah ça, c'est juste nos forces armées qui se préparent au cas où les démons décident d'envahir. Alors c'est ça le paradis, c'est vivre dans la peur constante d'une invasion démoniaque? C'est quand même des âmes humaines qui composent notre société. Ça reste la chose la plus sensée que j'ai entendue depuis un bout. Salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Et aujourd'hui, on parle encore à Has-Been Hotel. Plus sérieusement, le paradis et l'enfer, c'est la base de bien des fictions. L'idée générale comme quoi, après la mort, il existe un bien ultime et un mal éternel. C'est plus complexe, il y a des nuances selon les croyances, les époques, mais on en revient toujours à ça, c'est que après la mort, soit c'est très bien, soit c'est très mal. Et généralement, on en attend de ça une récompense. Récompense, pourquoi? Pour une vie de dévotion à une institution religieuse. Là où ceux qui remettent en cause ce que cette institution religieuse dit, ils sont bloqués au mauvais endroit. Entre alors Has-Been Hotel, une de mes séries préférées qui vient flipper la balance et ose poser la question, qu'est-ce qui se passe quand le paradis, c'est les méchants? De temps en temps. Je m'explique. Mais avant ça, pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter, le tout bien sûr avant de partager la vidéo, ce qui est très important pour la visibilité et le référencement, sans oublier de faire un tour en description. Là, vous trouverez un lien vers notre Patreon si vous voulez supporter la chaîne financièrement en échange de quelques contreparties. Ça va de simple shout-out à littéralement pouvoir choisir le sujet d'une vidéo. Et sinon, il y a aussi Instagram et Discord dans la description si vous voulez interagir avec moi, voir avec quoi je travaille, et de manière générale, interagir avec ma communauté qui est juste géniale. On vient tout juste de passer les 30 000 abonnés, ces 30 000 personnes où, vraiment, je me considère très chanceux en tant que créateur de contenu d'avoir presque aucun haters et d'avoir aucun ou presque commentaire négatif, alors que je filtre absolument aucun mot, si ce n'est les bases. Mais puisqu'on en parle, j'aimerais rappeler que j'ai ouvert une chaîne secondaire qui parle de Magic the Gathering, un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré de tous les temps. Elle vient de passer les 1200 abonnés, j'y pose quand même régulièrement, et c'est toujours génial de pouvoir interagir avec du monde qui aime cet univers autant que moi. Je me dis que si j'en parle sur la chaîne principale une fois de temps en temps, peut-être que la chaîne secondaire va grossir, mais maintenant que c'est fait, revenons à nos moutons. Has-Been Hotel donc. Les habitués de la chaîne connaissent très bien la série, mais on va vite rappeler de quoi ça parle pour les gens qui tombent sur cette vidéo pour la première fois. En enfer, on se trouve dans le Pride Ring, le niveau de surface de l'enfer où finissent les damnés, c'est-à-dire les êtres humains qui sont morts et ont mérité l'enfer. Il existe 7 anneaux de l'enfer, un par péché capital, avec le Pride Ring qui va abriter la famille royale, incluant la fille de Lucifer en personne, Charlie Morningstar, qui croit que les pécheurs ont droit à la rédemption. Le tout parce qu'une fois par an se conduit une extermination où le paradis vient décimer les pécheurs. C'est pour ça qu'à l'hôtel Has-Been, on y suit une thérapie qui est censée ramener les pécheurs sur le droit chemin et leur permettre de vivre une afterlife au paradis sans avoir peur d'être hyper mort. Je suis pas assez bourré pour jouer. Habitue-toi et apprends à jouer, ça va être comme ça toute la journée. C'est pas très clair qu'est-ce qui arrive à l'âme des pécheurs qui sont tués pendant les exterminations. Moi, je pense honnêtement qu'à moins qu'ils soient en train de conduire une big reveal, ils font juste arrêter d'exister. Tu vois, dans les vieux jeux de l'époque de la PS2, quand tes HP atteignaient 0, mais que tu avais encore une vie parce que c'était la vie 0, la dernière chance, c'est à peu près ça l'enfer. Mais bref, tout ça, ça vient soulever une méga question par rapport à Has-Been Hotel, par rapport à son fonctionnement. Comment est-ce qu'on entre au paradis? Parce que c'est un gros point dans la série que même les anges eux-mêmes ne sont pas capables d'y répondre. Alors aujourd'hui, on va allier le scénario des 2 saisons d'Has-Been Hotel au fonctionnement de comment le paradis et le fer opèrent dans les textes religieux avec un petit peu de littérature italienne d'il y a 700 ans pour comprendre quel est le fonctionnement du paradis et de l'enfer et surtout, comment est-ce qu'on peut aller de l'un à l'autre.
Et qui sait, peut-être qu'en écrivant cette vidéo, j'ai découvert un secret horrible, un secret qui va changer votre façon de voir la série, et ce, pour toujours. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Sur ce, maintenant que c'est fait, embarquez avec moi dans cette analyse de l'enfer. Comment entrer au paradis? C'est la question que Charlie va poser aux anges dans la saison 1, ce à quoi personne n'a de réponse, excepté Adam. Et, c'est Adam. Ah, c'est bon. Agir de façon désintéressée, ne pas voler, défendre ses convictions. Non mais attends, t'es sérieux là? Aucun de vous ne sait ce qui permet à quelqu'un d'entrer au paradis. Ce n'est pas une foire aux questions. Nous savons quand une âme arrive. Nous savons quand elle passe le jugement divin. Notre rôle est de s'assurer qu'elle est en sécurité. Moi, j'ai envie de te dire, si le paradis, c'est simplement de passer l'éternité à côtoyer des mâles alpha toxiques, égocentriques et narcissiques, l'enfer a l'air quand même pas si mal. Selon Adam, donc, pour entrer au paradis, il y a 3 critères. Agir de façon non égoïste, ne pas voler et, je cite, « stick it to the man », littéralement le coller au monsieur. Peut-être falloir développer un peu. En fait, en slang, stick it to the man, en anglais, ce que ça veut dire, c'est se rebeller contre l'autorité. Ce à quoi je réponds, c'est pas exactement comme ça que fonctionnent les institutions religieuses, mais on va y revenir parce que je pense qu'on a peut-être mal compris cette partie de la série. Entre alors Angel Dust, qui est la clé du procès, et qui, selon Adam, techniquement, il mériterait de rentrer au paradis. Voyez, il vient de faire absolument tout ce qui est sur la liste. Il a agi de façon désintéressée, il a empêché Nifty de tomber dans ses travers et il s'est opposé à cet oiseau de nuit. Mais pourquoi il n'est pas parmi nous? Premièrement, pour ce qui est d'agir pour les autres, dans cette scène, Angel est le protecteur, il est objectivement la meilleure personne de la pièce, sauf peut-être toi, Nifty. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Pour ma collection. J'arrive les mecs. Tu es awesome, Nifty. On t'aime. Angel va venir protéger Nifty contre Valentino, ce qu'on pourrait vraiment appeler un acte non égoïste, dans le sens où Valentino, c'est le personnage qui maltraite Angel autant physiquement que verbalement, et il sait très bien qu'il va y avoir des conséquences. Profite bien de ta soirée, vieille parce que ce qui t'attend demain sur le plateau sera l'une de tes prestations les plus titanesques. Mais il y va quand même par simple désintérêt de vouloir protéger ses amis. C'est ce qu'on appelle du courage et surtout de l'altruisme. Ensuite, toute la nuit, pour ce qui est de ne pas voler, Angel, c'est quelqu'un qui prend son verre, il est très correct avec le staff. Bref, c'est un client comme on en veut. Et finalement, on y revient. Stick it to the man, le coller au monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en a aucune idée. C'est pas clair. Mais on peut le déduire. Je disais tout à l'heure que c'est une question de se tenir debout devant l'autorité. C'est littéralement ça que l'expression « stick it to the man » veut dire. Mais le fait étant que, encore une fois, généralement, comment les institutions religieuses ont fonctionné dans notre histoire, c'est tu obéis à l'institution, ici par exemple l'Église catholique, et en échange, tu as le droit d'aller au paradis. On n'est pas dans la rébellion, on est dans le conformiste. Alors pourquoi est-ce que Adam soulève ce point? Parce que stick it to the man, ça peut vouloir dire autre chose. Peut-être qu'ici on ne cherche pas à se rebeller seulement contre l'autorité, mais contre le mal incarné, contre une autorité qui est malsaine. Ici par exemple Valentino. Valentino est une figure d'autorité pour Angel, mais il est aussi la luxure, la corruption, la violence. Stick it to the man serait une façon de dire de se tenir debout devant Val, devant le mal incarné, même quand le mal est à la fois une menace et une tentation importante. Genre par exemple, si demain tu te promènes dans la rue et que Satan en personne apparaît et te dit d'écouter ton soldat britannique intérieur du 18e siècle et d'aller brûler une église, si tu lui dis non, techniquement, tu agis pour le conformisme de ce que l'Église veut, donc tu devrais avoir droit au paradis, mais tu t'es aussi rebellé contre l'autorité, une autorité mauvaise, celle de Satan qui te pousse à la violence et au crime. Ce serait ça le fameux stick it to the man, le fameux fait de se tenir debout. C'est le fait de se tenir debout devant l'autorité qui te pousse à faire le mal, parce que cette autorité est malsaine, surtout sachant qu'il va y avoir des conséquences après. Par exemple, dans la Bible, Saint Pierre le dit textuellement que Satan remplit le cœur des gens de mensonges. Et Thessalonian fait littéralement référence quant à lui au diable comme le tentateur, comme celui qui te pousse à faire le mal. Une image populaire dans la pop culture du diable comme quoi il tente les gens à commettre certains péchés pour pouvoir attirer leur âme en enfer et en faire ses serviteurs. Même pas besoin d'aller chercher aussi loin parce que autant dans la Bible que dans le canon du Helliverse, on apprend que c'est bien Satan qui a offert le fruit défendu à Ève. Et autant dans Has Been Hotel, le fruit défendu c'était un acte de libération et de libre arbitre pour la race humaine, autant dans les textes sacrés c'est bien différent. Le serpent va offrir le fruit à Ève, un fruit dont elle a été interdite de toucher, le fruit de la connaissance, mais tentée par le diable, elle croque dedans, même sachant que c'est mal.
étant au passage très souvent interprété comme une allégorie de la sexualité. Et comme Ève a enfreint les règles, il y a punition. C'est pour ça que la femme va devoir accoucher en ressentant des douleurs horribles et que l'homme va devoir passer sa vie à travailler. Alors moi qui est assez pragmatique, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une question d'avoir perdu le contrôle de l'économie mondiale, ce qui fait que c'est impossible d'avoir un bon fonds de retraite en 2026 et que c'est parce que l'évolution a dépourvu la femme génétiquement parlant de tout attribut qui lui permettrait d'accoucher sans problème, mais le fruit défendu c'est bien aussi. Bref. Dans le cas d'Has Been Hotel, techniquement, pour ce qui est décrit, Angel, il a rempli tout ce qu'il faut pour rentrer au paradis. C'est là qu'entre le canon de la série, là où est-ce que le scénario essaye de nous faire croire que Adam, il disait que des conneries quand il donnait sa description. Ce que j'ai du mal à croire quand tu regardes l'ensemble du scénario. Quand il voit les progrès d'Angel, même Adam est inquiet. Il sait que même si 90% de ce qu'il dit c'est du bullshit, ça doit faire partie de quelque chose. Ça doit être les bases de ce qui permet à quelqu'un de rentrer au paradis. Et on peut double-check cette idée en regardant comment Sir Pentious y est allé. Avant sa mort et son invasion vers le paradis, Pentious n'a jamais été montré comme un voleur. Il a agi héroïquement en sauvant ceux qu'il aime et il l'a fait en se tenant debout devant Adam, probablement le plus man de tous les men à qui t'as envie de stick it. Je suis pas sûr du wording de celle-là, mais ces 3 items, ça peut pas être la seule chose. C'est pour ça que pendant la saison 2, on apprend aussi que la rédemption, c'est une question de corriger ses erreurs. C'est de par son inaction que Sir Pentious a été amené en enfer, là où c'est par de son action, même s'il s'est fait atomiser, qu'il a été amené au paradis en récompense pour sa bravoure. J'aurais dû faire quelque chose pour que cet homme réponde de son crime. Je l'ai pas fait. Tirez. Ça aurait pu mal finir. Bref, pour rentrer au paradis, selon comment Has Been Hotel fonctionne en ce moment, ce que j'ai l'impression que ça donne, c'est il faut agir altruistement, il ne faut pas voler, et surtout, il faut savoir se tenir debout devant l'autorité mauvaise. Aussi, et surtout, quand elle menace de répercussions. Si c'est une rédemption, c'est-à-dire que si on est déjà en enfer, il faut que nos actions soient capables de corriger la raison qui nous y a menés. Et oui, ça implique que nos actions, elles doivent être désintéressées. On n'agit pas bien dans l'espoir d'aller au paradis, on agit bien parce qu'on veut agir bien. Et ça soulève d'autres problèmes. Comment finir en enfer? De tous les livres, séries et films que j'ai vus sur le sujet, je ne sais pas, honnêtement, quelle est ma dépiction du paradis et de l'enfer préférée. Mais il y en a une qui m'est toujours vraiment restée dedans, c'est The Good Place. Pour ceux qui n'ont jamais vu The Good Place, c'est une comédie qui se passe dans l'au-delà, là où on nous dit que toutes les religions ont deviné environ 5% de ce qui se passe après la mort. La constante étant que chaque croyance a un bon endroit et un mauvais endroit. Le paradis, l'enfer et leurs équivalents. Et comment peut-on déterminer l'appartenance d'une âme post-mortem à un de ces deux endroits? The Good Place répond, c'est juste une question de 1 et 0, c'est des points. Chaque bonne action posée sur Terre vous octroie des points. Chaque mauvaise action vous en enlève. Et on fait la moyenne une fois votre mort arrivée pour déterminer votre appartenance. Là, vous me dites sûrement, oui, mais le bien et le mal, c'est très subjectif. Je sais, oui, mais abuse. Rappelez-vous de ce qu'on disait dans la vidéo des méchants qui ont raison. La société fonctionne parce qu'on a une certaine hiérarchie des valeurs. En tant que société, on a pris l'ensemble des valeurs qui peuvent être individuelles et ou collectives et on a déterminé que pour le bon fonctionnement de la société, on va dire que telle ou telle valeur vaut plus que telle ou telle valeur. Pourquoi tu peux pas sauvagement poignarder ton voisin qui marche avec des bottes de ski un dimanche à 7 h du matin? Tout simplement parce que la valeur d'une vie est, sociétalement parlant, plus élevée que la valeur de toi qui est en train de décuver de ta brosse de samedi soir. Pour rentrer au paradis, on peut en arriver à une conclusion. Les valeurs collectives valent plus que les valeurs individuelles. On va donc mettre ça sur un spectrum qui va de -3 à 3. Chaque action qui priorise les valeurs collectives au détriment des valeurs personnelles, c'est-à-dire d'accepter un déplaisir pour nourrir la société et faire le bien, ça va valoir 3 points. Chaque action qui va prioriser les valeurs collectives sans forcément affecter les valeurs individuelles, ça va valoir 2 points. Comme par exemple d'aider quelqu'un sans que ça vienne forcément affecter votre routine. Et ensuite, ce qui vient nourrir les valeurs personnelles, mais qui les nourrissent à moindre mesure que les valeurs collectives, comme par exemple d'acheter des biscuits parce qu'on a envie de manger des biscuits, et les partager avec tout le monde parce qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde. Ça va valoir 1 point. Au milieu, on va avoir les actions nulles, les actions neutres, le 0 absolu, comme aller se coucher un dimanche soir, ça vaut 0 point. Pensez pas qu'en faisant des siestes, vous allez pouvoir aller farmer les points, bande de petits filous.
entre alors dans le négatif, tout ce qui va prioriser les valeurs personnelles par-dessus les valeurs collectives, mais qui va quand même nourrir les valeurs collectives, ça va valoir moins 1 point. Genre, t'es avec tes 4 meilleurs amis, vous vous achetez une pizza à 8 pointes, et toi, t'en manges 3 au lieu de 2, ce qui implique que quelqu'un en a seulement une. Techniquement, t'as quand même partagé, mais tu as regardé le gros morceau du gâteau, ou de la pizza dans ce cas-ci. Vient avoir toute valeur personnelle qui vient se nourrir au détriment du potentiel des valeurs collectives. Je sais, c'est complexe, mais ça vaut moins 2 points. C'est par exemple le fait de se faire plaisir d'une certaine façon, dans le sens où ça va pas venir baisser la qualité de vie des gens autour, mais ça va les empêcher d'améliorer leur qualité de vie en tant que telle. Genre aller acheter des Transformers quand cet argent, il pourrait aller à une œuvre de charité. À ça, vous me dites, oui, mais c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Exactement, vous avez raison. Mais quelqu'un qui décide de l'utiliser pour aider les gens au lieu d'acheter des Transformers, bah techniquement, osez me dire, ça fait pas de lui quelqu'un qui mériterait plus d'aller au paradis? Et finalement, tout ce qui vient prioriser les valeurs personnelles au détriment pur des valeurs collectives. Genre afficher des symboles haineux à sa fenêtre alors que ça heurte la sensibilité des voisins. Votre plaisir personnel est directement la cause du désagrément de quelqu'un d'autre, ça vaut moins 3 points. Ce système, je l'aime bien parce qu'il est simple à comprendre, même s'il a un énorme problème, c'est qu'il a un plafond de verre, dans le sens où c'est difficile de juger à quel moment tu pourrais gagner 4, 5, 6 points, c'est difficile de juger à quel moment tu pourrais perdre 4, 5, 6 points. Donc en se limitant à 3 et moins 3, c'est plus clair, mais le problème, c'est que ça crée un plafond de verre, dans le sens que si on prend le mal par exemple, techniquement, voler des bonbons, ce serait un acte aussi horrible que d'afficher une croix gammée dans une synagogue. Mais on va quand même le garder par plaisir de simplicité. Voyons donc comment ça s'applique à Hazbin Hotel. Charlie, qui perd du temps, de la ressource, de la santé mentale et de la réputation à aider des gens dont la seule alternative est une fois par année de se cacher et d'essayer de survivre à une extermination, définitivement ça vaut 3 points puisqu'elle perd au change pour aider autrui. Angel, qui remplit ses devoirs charnels et en devient la légende du divertissement pour adultes, c'est plus ou moins 2 points, puisqu'il donne vraiment son 100% sur quelque chose qu'il est obligé de faire de toute façon. Angel, t'es acteur de film de cul. Acteur, oui, mais connu. Même si Valentino va le démonter en retour, qu'il fasse du bon ou du mauvais travail, sérieusement, j'en suis pas sûr de celle-là, trouvez un meilleur exemple en commentaire. Alastor qui vient aider l'hôtel Hazbin avec sa communication avec du nouveau staff, tout en travaillant dans le background pour libérer son âme, ça vaut 1 point, parce que collectivement, le groupe qui l'aide en profite beaucoup plus que lui, même si ça lui revient quand même dans le positif au change. En termes d'action neutre, on a Osk qui sert des verres. Continue, champion, tu te débrouilles super bien. Alastor qui profite de son deal avec Charlie pour briser son entente avec Rosie et avec Vox, ça vaut moins 1 point parce que même s'il fait souffrir Charlie, ça lui a permis de gagner à la fin et c'est Alastor qui est privilégié là-dedans. Osk qui fout le camp quand il est plus obligé de rester, ça vaut moins 2 points, dans le sens où il est plus forcé d'être là, mais sa présence aiderait grandement. Il abandonne ses amis au moment où il pourrait leur être utile pour des raisons personnelles. Et finalement, Adam qui conduit une extermination lui-même qui sait qu'elle n'est pas forcément nécessaire et admet que ce génocide est littéralement du divertissement, ça vaut moins 3 points. Et là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont en train de froncer les sourcils en me disant que j'ai oublié quelque chose, le contexte derrière une action. Et ça aussi, c'est très représentatif du paradis et de l'enfer. Et The Good Place s'y est attardé. Dans la saison 3, après que la mémoire des personnages principaux ait été effacée, ils finissent par découvrir le système de points. Là où leur morale ne peut plus gagner de points, elle ne peut qu'en perdre parce que leur but a été corrompu. Inconsciemment, ils sont bons pour avoir quelque chose en retour et non pour être bons, ce qui les condamne à l'enfer. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est très discutable comme fonctionnement, parce que selon la logique de The Good Place, toutes les institutions religieuses et leurs apôtres de l'histoire, elles sont corrompues. Oui, forcément, t'imagines si la Bible, elle commençait par peu importe tes actions, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu finis en enfer. Alors sur ce, va prier tous les dimanches. Je suis pas sûr que le monothéisme, ça aurait eu autant de succès. Dans Hazbin Hotel, on a l'envers de la médaille. Si oui, les pensionnaires de l'hôtel agissent par but d'ascendre au paradis, la saison 2 est claire là-dessus, on ne peut pas offrir la rédemption à quelqu'un qui, de base, ne la désire pas. C'est un thème présent quand Pontius va voir Sera qui tente de s'améliorer et qui fait sa part du chemin en laissant Pontius entrer dans sa vie, tout comme quand Vox demande à Charlie si lui aussi pourrait être pardonné, là où la princesse est théoriquement prête à faire sa part du chemin, ce qui est inutile parce que Vox ne fera jamais la sienne. Bref, les buts d'ascendre au paradis peuvent être corrompus, ce qui peut t'amener en enfer, mais c'est du cas par cas. C'est pour ça que, pour comprendre l'existence de l'enfer elle-même, faut se tourner vers encore une autre série, Lucifer.
Dans Lucifer, les damnés sont condamnés à revivre en boucle la même loupe temporelle qui correspond plus ou moins au pire moment de leur vie. Ça peut être un 10 minutes où tu te fais humilier salement, comme ça peut être une année où t'es tombé en dépression et que t'as eu juste aucun bon moment. On pense que c'est juste une façon d'amener de la torture psychologique aux damnés. La série nous offre une autre perspective. Éventuellement, la boucle infernale est possible d'être brisée. Il est possible de s'en échapper et d'ascendre au paradis. Tout ce qui retient l'homme en enfer, c'est sa propre culpabilité. Et pour les mettre dans les mots du diable en personne, je ne suis nullement responsable de qui va en enfer. Vous, humains, vous vous y rendez vous-même, conduit par votre propre culpabilité. Vous vous forcez à revivre vos péchés, encore et encore. Et la partie la plus drôle, c'est que la porte n'est jamais fermée. Vous pourriez partir quand vous le voulez. Et Lucifer, il dit ça à un reporter. Il dit ça à un reporter qui a découvert sa véritable identité et qui s'est introduit chez lui pour le tuer. Oui, mais pour tuer Satan. En voilà un dilemme moral intéressant. Ce que ça nous apprend, c'est que c'est bien la culpabilité d'une âme qui la garde en enfer. Et ici, on se heurte à un autre problème. Imaginons un leader génocidaire qui a exterminé un peuple au complet par pure haine et qui est convaincu dans son fort intérieur d'avoir rendu un service à l'humanité. Selon cette logique, il irait au paradis parce qu'il ne ressent aucune culpabilité. Genre, selon la logique de la série Lucifer, Claude Frollo est au paradis. Et ça, je refuse d'y croire. C'est même montré dans la série. Dan est un personnage avec un passé, oui, difficile, mais qui est littéralement mort en faisant son travail et en tentant de protéger Los Angeles d'une organisation criminelle, et il est coincé en enfer. Bref, selon cette logique, de très bonnes personnes sont en enfer et de très mauvaises personnes sont au paradis. C'est même plus probable qu'autre chose. Alors, comment est-ce qu'on brise cette logique? En regardant ce que ça veut dire une âme qui ressent de la culpabilité. Si les mauvaises personnes vont en enfer, c'est que l'âme se sent coupable. Et ça, ce que ça implique, c'est que l'âme et la conscience d'une personne, dans le canon de Lucifer, ce sont deux choses différentes. La conscience est l'individu, mais l'âme est son essence. Et logiquement, l'âme est retenue par la culpabilité pour des actions qui, universellement, sont reconnues comme mauvaises. C'est que l'âme est foncièrement bonne et incorruptible, contrairement à la conscience qui peut être biaisée. Et dans Has Been Hotel, j'ai envie de te dire, peut-être que ça fonctionne comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, Angel Dust est en enfer pour avoir tué son père. L'exercice serait le plus approprié pour être pardonné d'avoir été un meurtrier. Et oui, je sais, dans la saison 2, c'est très impliqué que Angel, il a tué son père en légitime défense parce qu'il passait son temps à le cogner. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça implique? T'as buté ton père, pas vrai? Du moins, c'est ce que Val m'a dit. Pourquoi? Il te filait des torgnoles? Ça implique que oui, pour finir en enfer, il y a une liste de gros trucs à ne jamais commettre sur Terre. Ce dont je doute fort parce que, regardez Adam qui est monté au paradis. Soit que la culpabilité de l'âme joue encore une fois sur où tu vas après ta mort, ce qui est beaucoup plus probable, ce qui expliquerait pourquoi Pontius et Angel sont allés en enfer. Leur âme se sent coupable et à moindre mesure leur conscience aussi. Genre, tuer quelqu'un qui nous a fait du tort, même en légitime défense, c'est quelque chose qui peut faire monter un sentiment de culpabilité. C'est quelque chose qui laisse des traces, encore plus un parent. Et connaissant Angel Dust, je ne pense pas qu'il ait tué son père et qu'il soit retourné manger ses céréales après. De l'autre côté, ça expliquerait comment des personnages comme Val ou Vox peuvent vivre leur plein potentiel en enfer. Leur âme les y retient, mais leur conscience est tellement corrompue qu'ils y sont à leur place, dans leur élément. Même chose pour Alastor, il a zéro remords pour ce qu'il fait et est conscient que l'enfer l'attend après la mort. Et sa réaction, c'est d'essayer de s'y assurer une place de choix. Bon Dieu que ce personnage est génial. Ce qui nous amène à notre dernier élément sur comment finir en enfer. L'enfer est un business. On nous présente le personnage de Valentino, grand, puissant, imposant, mais aussi violent et terrifiant. Il maltraite Angel Dust, l'utilise comme sa propriété disposable. Et cet épisode est un massive floor drop, dans le sens où c'est celui qui nous montre ce que sont les deals, ces ententes passées de démons à humains, à Hellbourne. Des accords paranormaux qui forcent les deux parties à respecter une entente. Ça va de simples technicalités, genre Alastor qui reste enchaîné à Vox tant qu'il ne touche pas physiquement Charlie, à des plus extrêmes comme littéralement vendre son âme à quelqu'un, là où on devient vraisemblablement un esclave pour toute l'éternité, ou jusqu'à ce qu'il ou elle nous laisse partir. Mais les contrats ont aussi des clauses. Par exemple, Val n'a aucun pouvoir sur Angel en dehors des heures de travail, ou Alastor qui est libéré de son deal avec Rosie à la seconde où une figure d'autorité comme Charlie Morningstar considère que Vox est plus puissant que lui. Et je sais pas si vous avez remarqué quelque chose sur ces ententes, mais il y a une constante. Assez fine, mais elle existe.
Prenons probablement la plus grosse entente de la série, celle de Lilith et Adam qui reste extrêmement floue, mais à voir comment Loot a été disposé rapidement après qu'il ait dit qu'un marché ne tenait plus, c'est probablement plus une entente littérale que celle qu'on a en enfer. Ou bien, comme mentionné dans d'autres vidéos, c'est le genre d'entente avec plein de loopholes que Adam a déjà brisé. Mais là, je parle des ententes qui sont littéralement des possessions d'âmes en enfer. Qu'est-ce qu'on a? On sait que Husk, il avait plein d'âmes à lui et les a perdus au poker contre Alastor. Là, il le possède littéralement et il a pas l'air d'avoir de façon de s'en sortir. Nifty sort le démon de la radio, mais elle est honnêtement cinglée. Alastor a des ennuis. Ce monde ne mérite pas Nifty. Entre alors les deux ententes autour desquelles le scénario tourne, celle de Rosie et Alastor et celle de Val et Angel Dust. Dans la celle où Val va maltraiter Angel, on voit la signature de ce dernier et il l'a signé avec son nom humain, Anthony. Considérant que Angel Dust est son nom de scène, s'il a vraiment signé avec Val pour devenir une star de film pour adultes, il y a de bonnes chances qu'il l'ait fait de son vivant. Même chose pour Alastor qu'on voit littéralement vendre son âme à Rosie alors qu'il était encore à la Nouvelle-Orléans. Et je sais pas si vous voyez la constante étant tous ceux qui ont signé un contrat ont fini en enfer après la mort et tous les détenteurs des contrats y résident aussi. Et là, t'arrives au paradis, tout est doux, tout est chill. Je vois pas quelqu'un posséder l'âme de quelqu'un d'autre en haut. Versus en enfer où le trafic des âmes est courant. Rosie est non seulement une des plus grandes dealers d'âmes de l'enfer, mais en plus elle est assez puissante pour élever Alastor, une âme humaine, au rang de plus puissant pécheur de l'enfer. Et ce sans sa puissance à elle semble amoindrie. Et même avec une confortable marge, j'ai envie de te dire, Alastor, il fait du 1v3 contre les vies. Si vous avez vu notre vidéo sur Vox, vous savez que je pense fermement qu'il aurait pu les rétamer même dans ces conditions. Et au paroxysme de sa puissance, il a été capable de tenir son jeu contre Adam, un des archanges les plus puissants de la création. Il s'est fait rétamer, mais tu me diras pas qu'il a pas donné un bon combat. Ça fait de Alastor le seul autre personnage avec Lucifer et Charlie, deux des êtres les plus puissants de leur verse, à donner du fil retordre à Adam. Et Nifty aussi. Nifty? Oh, Nifty, aucun d'entre nous ne te mérite. Donc, ça implique que oui, les âmes, c'est un petit peu une batterie, ça a une certaine puissance, ça a un certain libre arbitre aussi, mais aussi et surtout, ben, ça implique qu'un deal va t'amener en enfer. Je dis pas que c'est pas théoriquement possible au paradis, mais soyons honnêtes, t'es au paradis, qu'est-ce que tu peux vouloir de plus? Et surtout, si tu veux quelque chose de plus, qu'est-ce qui t'indique que quelqu'un au paradis va être prêt à te traiter comme un esclave? Je veux dire, techniquement, on est censé avoir des bonnes personnes en haut. Il y a donc fort à parier que le fait de vendre son âme, ce soit un tabou ultime, quelque chose qui va t'amener directement en enfer. Dans le sens où, en vendant ton âme à un démon, t'as beau être l'enfant hybride de Mère Teresa et de l'entièreté des politiques de la Suisse, le bien ultime, ben techniquement, pourquoi t'irais pas en enfer? La personne qui possède ton âme y réside. Et tu es son esclave. De l'autre côté, il y a la personne qui possède le contrat, et là, je vois deux possibilités. Les contrats ne se signent pas tout simplement, ça se passe avec un certain niveau de magie. Et donc, soit c'est une magie tellement noire et taboue que c'est quelque chose qui t'amène direct en enfer, soit c'est plus une habilité innée chez les démons, les pécheurs et les Hellborn de faire signer un contrat. Auquel cas, ben encore une fois, c'est exclusif à l'enfer. Et si vraiment les accords t'amènent directement en enfer, ça vient poser une question que j'avais pas envie de me poser sur Angel Dust. Un personnage qui s'améliore à pas de géant, qui a prouvé de multiples fois mériter sa place au paradis, ou du moins s'en approcher. Et surtout, le personnage dont la rédemption est un point clé du scénario d'Azbin Hotel. Si sa rédemption est accomplie, pourra-t-il monter au paradis et être libre, ou est-ce que, tant que Valentino aura son âme, il est condamné à rester en enfer? À vous de trancher en commentaire. Angel, t'as toujours le choix. Je l'avais pas quand j'avais les mains autour de ton cou. Et je l'ai pas non plus maintenant. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de faire un choix, c'est quand j'ai décidé de vendre mon âme. Ça, c'est si on assume que Angel Dust et Serpentious ascendent bel et bien vers le paradis. Le paradis est un leurre. On va prendre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur le paradis, sur l'enfer, sur comment y accéder et sur comment les quitter, et on va faire un petit best-of de récapitulation. Selon notre théorie, nos actions sur Terre ont des répercussions sur notre arrivée au paradis ou en enfer, plus ou moins grandes selon le contexte, là où, si la conscience peut être biaisée, l'âme foncièrement bonne souffre d'un certain niveau de culpabilité quant à nos mauvaises actions. Et, bien entendu, les ententes, le commerce des âmes est réservé à l'enfer, là où, au paradis, on retrouve des gens généreux et désintéressés qui ne volent pas et qui se tiennent debout devant l'autorité corrompue par le mal. D'accord, parfait.
fait, mais dans Has-Been Hotel, objectivement au paradis, il y a des gens pires qu'en enfer. Je veux dire, juste Lute, qui est plus en détresse qu'un véritable méchant, reste une personne conduite par la colère, par le désir de vengeance personnelle, là où elle est incapable de se tenir debout et de s'affranchir du contrôle d'Adam, qui est quand même le visage ultime du mal dans la série. C'est un ange avec des cornes! Vous voulez quoi de plus obvious comme métaphore? Adam lui-même, dont l'histoire au complet est bâtie sur son égoïsme, sur sa cupidité. Je rappelle qu'il a littéralement fallu lui créer une deuxième femme sans libre arbitre pour qu'il soit content. Et finalement, Sarah, qui oui a appris de ses erreurs, mais qui pendant des années a laissé Adam conduire littéralement des génocides. Elle se tient non seulement pas debout devant l'autorité du mal, mais en plus ce mal lui est inférieur hiérarchiquement. Elle se laisse manipuler et c'est pour ça qu'elle a autant de sang sur les mains. Là où au paradis, il y a quand même des informations très incohérentes qui sont amenées. Par exemple, dans la saison 1, on nous dit que Adam était la première âme mortelle à intégrer le paradis. Ce qui va en contradiction avec l'histoire d'un personnage, Abel. Je veux plus de Abel. Pour le contexte dans les textes sacrés, Abel a un frère nommé Cain, là où ils sont les premiers enfants nés d'Adam et Ève. Cain, étant jaloux d'Abel, va poignarder son frère, devenant le premier pécheur. Dans la chanson Hear My Hope, Abel dit textuellement qu'il n'est pas l'enfant le plus courageux d'Adam, indiquant que ce n'est qu'une question de temps avant que Cain ne pointe le bout de son nez. Et c'est là que réside le problème. Si Abel et Cain sont canon à l'univers du Helliverse et que leur histoire s'est déroulée exactement comme elle devrait, techniquement, Abel, il est mort avant Adam. Et donc, c'est lui la première âme mortelle à monter au paradis. Ce qui fait aussi de Cain la première âme mortelle à descendre en enfer. Pareil pour Lucifer, si sa punition était d'être exilé avec les damnés, ça implique qu'il y en avait déjà au moins un à la base en enfer, ce qui semble impossible puisqu'il part en enfer après avoir donné la pomme à Ève, normalement avant la naissance de Cain et Abel. Maintenant, tu prends toutes ces idées en compte, tu couples ça au fait que les anges eux-mêmes ne savent pas ce qui permet à une âme mortelle d'entrer au paradis, et tu te rends compte de quelque chose. Saint-Pierre ne sert absolument à rien. Saint-Pierre est généralement reconnu comme le gardien de la porte, celui qui accueille ton âme au paradis après la mort. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui promet même la clé du paradis. Il est le gardien, celui qui fait le bilan de vos actions selon la volonté du Tout-Puissant et qui vous laisse entrer au paradis. À quoi donc sert le gardien de la porte dans un univers où les anges eux-mêmes ne savent pas ce qui permet à une âme de franchir cette dite porte? Absolument à rien! Saint-Pierre, t'es inutile! Comment as-tu passé la porte, Pierre? Tu l'as laissé entrer? Je jure devant l'oratrice que je ne l'ai pas laissé entrer. Dans le contexte d'Has-Been Hotel, je suis désolé, mais Saint-Pierre ne sert absolument à rien. Son métier, ça va être le premier à être remplacé par les IA d'ici 2028. Et là, je dis ça, mais mes emails sont inondés de demandes de produits boostés à l'IA ou encore de logiciels de montage qui fait tout à ta place. Et ça fait peur par rapport à mon travail. Abonne-toi, mets la cloche. Tout ça, ça tient avec du fil très fragile. Est-ce que vous voyez comment le fonctionnement ne s'emboîte pas, à moins qu'il y ait quelque chose là-dessous? Quelque chose qui prouve que le paradis dans Has-Been Hotel, on ne l'a jamais vu. La vérité sur le paradis. Dante's Inferno, une des œuvres les plus importantes de l'histoire de la fiction et une référence en termes de dépiction de l'enfer. Il y a quelques jours, la chaîne Film Theory sortait une vidéo dont je m'inspire fortement pour cette partie de la vidéo. Dans leur théorie, on pointe du doigt le fait que le fonctionnement de Has-Been Hotel est très lié à celui de Dante's Inferno, principalement sur son fonctionnement de l'enfer. Je m'explique. Dans le Helliverse plus exploré dans Hell of a Boss, la série sœur de Has-Been Hotel, on se trouve dans un setting où l'enfer est divisé en 7 anneaux qui sont les royaumes des 7 péchés capitaux, chacun régnant sur son anneau respectif. L'action principale de Has-Been Hotel se déroulant dans l'anneau de l'orgueil, dont Lucifer est le représentant. C'est pour ça qu'il y a tous les pécheurs dans ce niveau. Seulement, dans Dante's Inferno, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas 7 niveaux, mais 9, et c'est pas juste une question de tel péché va dans tel anneau. C'est un degré de punition. Plus tu t'enfonces, plus c'est horrible. Certains anneaux sont liés à des péchés capitaux, par contre, comme le 4e, qui est lié à l'avarice, là où on retrouve les plus matérialistes, les voleurs d'argent et d'objets de valeur, qui passent l'éternité à se battre pour des richesses qui n'ont aucune vraie valeur. Versus le 9e, plus profond des cercles, réservé aux traîtres, une terre morte et congelée, où les plus grands traîtres de l'histoire y gèlent pour l'éternité. Mais vous vous en doutez, s'il y a un pire, ça implique qu'il y a un meilleur, et ce meilleur, c'est le premier cercle.
qui est honnêtement loin d'être horrible. Il s'agit en fait du cercle des non-baptisés et des païens vertueux, une sorte de commune de retraite pour ceux qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui n'adhèrent pas à la réalité de la religion du Dieu unique ou qui n'y sont pas éduqués. On appelle cet endroit les limbes. Si tu veux, c'est l'étape juste avant le purgatoire. Ceux qui n'auront jamais droit au paradis parce que leur foi n'a jamais été mise au bon endroit, mais qui ne méritent pas la damnation éternelle pour autant. On y trouve, selon Dante, principalement des philosophes et des scientifiques. Là où ce qui s'apparente le plus à une punition, c'est probablement de sortir chercher ton courrier et être bloqué dans une discussion sur le pourquoi du comment de la vie et de la mort avec Aristote tous les mardis matins. Ah Aristote, donne-moi 5 minutes avec cet enfoiré et je te jure j'introduis l'alcoolisme dans l'afterlife. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès de ceux de qui je teste la foi en ce moment et pour les autres qui sont simplement fanats de stats. Des blasphèmes, j'en ai commis combien aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que c'est plus que d'habitude. Alors on peut penser que Dante's Inferno, ce n'est qu'une référence, qu'on est là juste pour patcher les trous et pour que VivziePop développe son propre univers. On peut le penser. Mais le fait étant que d'appliquer deux canons ensemble, ça vient donner des réponses qu'on attend encore. Par exemple, si le gros cercle blanc est le paradis, c'est quoi cette autre astre avec un pentagramme dessus? Vous me direz c'est la lune et moi je te réponds non, la lune n'est pas constamment dans le ciel en plein jour, même en enfer. Ou peut-être en fait, j'en sais rien. Mais peut-être que le paradis et cette lune, ce ne sont pas que des astres anodins. Ce sont en fait les deux niveaux de l'enfer qui manquaient aux 7 existants. Et que le paradis, ce n'est pas le paradis en réalité, mais c'est en fait les limbes tels que décrits dans Dante's Inferno. Là où les anges pensent régner sur la création, alors qu'en fait, ils ne sont qu'en enfer eux aussi. Parce que quand ils pensent, la situation au paradis dans Hazbin Hotel, elle est loin d'être idéale. Et on est au paradis. Déjà, le fait que tu doives endurer Adam, j'appelle pas ça le bien éternel. Mais on est aussi dans un système où les hauts placés vivent dans la peur constante d'une attaque de démons de l'enfer. Et la seule apparition de Penchus force un lockdown complet. Pourquoi le paradis a des mesures d'urgence? C'est le paradis, il est pas supposé avoir d'urgence. Et ça prouve aussi qu'au paradis, t'es pas forcément bon. Le potentiel du mal existe. Tu penses à Adam, tu penses à Lut. Et honnêtement, à moindre mesure, tu penses à Serah. Serah, dont le paradigme moral, l'hypocrisie, c'est le thème principal de son personnage. Et c'est elle qui est en charge du paradis quand même. Et oui, j'ai envie de te dire, ce que je pointe, c'est des cas spéciaux, mais c'est pas des cas spéciaux quand tu l'analyses d'une certaine façon. En fait, tu réalises que tout le monde est juste matrixé à penser que tout est normal. Dans Hell of a Boss, Blitz et le reste des hymnes se rendent sur Terre grâce au livre de Stolas qui ouvre un portail, indiquant que la Terre et l'enfer existent sur deux plans différents. Tu peux pas juste te rendre de l'un à l'autre physiquement, comme tu vas par exemple de New York à Los Angeles. C'est même un enjeu quand Blitz ne peut plus utiliser le livre et qu'il doit se reposer sur le cristal d'Asmodeus, qui lui permet de faire pareil. Bref, la Terre et l'enfer sont séparés magiquement. Les pécheurs, ils peuvent pas se rendre au paradis physiquement. Les anges, pour descendre en enfer, ils utilisent des portails. Mais peut-être que c'est juste parce que c'est plus rapide. On a beaucoup de raisons de penser que le paradis et l'enfer existent sur le même plan de l'existence, que la transition physique de l'un à l'autre, elle est possible, et que ce portail, c'est juste pour gagner du temps. Par exemple, il est possible de transmettre un message depuis l'enfer au paradis et vice-versa. C'est pas comme ça que les ondes radio et télé fonctionnent. Si t'as un émetteur qui émet un message, il doit y avoir un récepteur pour capter ce message, et il est, jusqu'à preuve du contraire, crucial que ces deux entités existent sur le même plan de la réalité. On peut penser que je suranalyse jusqu'à ce que tu te rappelles que le fait d'envoyer un message depuis le paradis et l'enfer simultanément, c'est littéralement le point central du dernier épisode de la saison 2 et qu'on voit que le bidouillage a bien été nécessaire pour capter le signal. Je vais trouver la source du signal de Vox et la pirater. Dès que Baxter sera prêt, Penchus prendra le contrôle de la chaîne et pourra montrer à tout l'enfer que la rédemption est possible. Et si vous pensez encore que je suranalyse tout, c'est clairement votre première fois sur la chaîne. Bonjour, comment ça va? Et même si on oublie tout ça, le fait que les ondes radio ne fonctionnent pas comme ça, le fait que le paradis et l'enfer ont l'air d'exister beaucoup plus proches qu'il n'y paraît, même si on oublie ça, et je vois pas pourquoi on le ferait, on a deux arguments. De un, comment est-ce que tu peux voir physiquement le paradis depuis l'enfer? Et de deux, le canon de Vox. L'arme est située en enfer et littéralement capable de tirer et d'atteindre le paradis de façon 100% physique, tout comme un personnage est capable de passer du Pride Ring au Greed Ring, par exemple. Même chose pour la menace de Vox, il menace d'aller marcher sur le paradis et de l'attaquer. Ce serait pas possible à moins que les deux existent sur le même plan de la réalité et que de s'y rendre physiquement à pied ou à tire d'aile d'une façon ou d'une autre, ce soit possible. Disposez désormais de 24 heures pour me confier les clés du royaume du paradis. Si vous ne voulez pas être aux premières loges de la prochaine extermination.
Par contre, s'il vous venait à l'esprit l'idée un peu conne de prendre les armes, je me permets ce petit conseil. Sur un plan strictement numérique, nous sommes bien plus nombreux. Ça pose une question alors, c'est quoi cette lune avec un pentagramme? J'en ai aucune idée, mais des 7 anneaux confirmés, il en reste un qu'on n'a jamais vu. Alors pourquoi ne pas penser que des 9 niveaux, il en existe un deuxième qu'on nous a pas encore présenté? Alors est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a juste des limbes? Est-ce que le paradis n'existe pas? Pas forcément, c'est juste que le paradis qu'on nous montre, c'est un mensonge. Même on peut utiliser cette théorie pour combler un autre trou scénaristique, ou du moins une question qui a encore été laissée en suspens. Le Speaker of God apparaît pendant la saison 2 pendant le procès de Serge Penchus au paradis, et si tu la compares aux autres anges, ben elle semble beaucoup plus angélique, au sens littéral du terme. Et si en fait cette lumière derrière elle était, quand elle apparaît, un portail qui mène directement au paradis, le vrai, celui qui attend les fidèles. Rappelez-vous quelle est la parole de Dieu, c'est dans son nom, et Dieu dans Has Been Hotel, c'est une notion très abstraite. Normalement, selon les textes sacrés encore une fois, Dieu, le créateur, le démurge, c'est lui qui est censé avoir créé la terre. Mais c'est pas comme ça que c'est présenté dans la série. Si les anges sont ceux qui ont créé la Terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé les anges. Oui, peut-être. Ou peut-être que c'est encore une justification de pourquoi ils sont dans les limbes. Les limbes, c'est les non-baptisés, mais aussi les païens vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les bonnes personnes, mais qui croient à une autre religion, ou une religion généralement morte. Est-ce que des croyances comme quoi les anges ont créé la terre alors que c'est l'œuvre du Seigneur Tout-Puissant ne suffiraient pas à justifier d'être séparés du paradis tout en n'étant pas forcément le méritant d'une damnation éternelle? Moi, j'ai tendance à dire que oui, personnellement. Ce serait donc une séparation nécessaire pour l'équilibre des mouvements de pensée, le véritable paradis étant réservé à ceux qui croient, celui qu'on nous vend étant en fait la paix, le silence, la tranquillité, mais étant surtout à 2 pas de l'enfer dont il fait secrètement partie. Sur ce, mes amis, c'était ma théorie sur le fonctionnement de l'enfer et du paradis dans Has Been Hotel, et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo, ou vous pouvez cliquer juste là pour qu'on parle plus d'Has Been Hotel. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter, partagez vos théories, et pensez à activer la cloche, vous abonner et partager la vidéo au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.